Bonjour à tous. Nous allons commencer avec un petit peu de retard. Je vous prie de nous en excuser. Donc, bienvenue pour cette nouvelle journée du festival Building Beyond. Nous allons donc aujourd'hui traiter d'une thématique proprement urbaine dans ce festival qui porte sur les échelles urbaines. Et nous allons interroger la croissance urbaine. Donc, je vous en prie, vous prenez place, asseyez-vous. Donc, pour introduire en quelque sorte cet événement de 1h30 ici à Léonard, organisé par la Fabrique de la Cité, qui est donc le think tank du groupe Vinci, je vous propose cette réflexion avec un titre un petit peu poétique, « La ville infiniment aux confins de l'urbain », avec l'idée que le monde contemporain est un monde résolument urbain. Alors, on reviendra sur la différence que l'on fait entre une ville et un monde urbain ou un monde urbanisé. Néanmoins, comme vous le savez tous, à présent, il y a plus d'urbains sur la planète que de ruraux, avec toutes les incertitudes que recoupe cette catégorie d'urbains. Puisque, vous savez, parmi tous ces urbains, ils ne sont pas tous identiques, ils ne sont pas tous égaux. Alors, il y a bien sûr le fait culturel. Habiter dans la suburbe nord-américaine, ce n'est pas habiter les centres-villes denses européens et ce n'est pas habiter les villes verticales asiatiques. Donc derrière le mot urbain, il y a des formes, il y a des espaces, il y a des ambiances, il y a aussi des expériences et des natures humaines très différentes. Et puis évidemment, au-delà du bâti, au-delà de la vie, des pratiques, des usages, il y a aussi des régimes politiques d'aménagement, de construction de l'urbain, des modèles d'aménagement également très différents. Et puis, bien sûr, il y a des modes d'habiter. Dans cet urbain, 1 milliard quasiment d'habitants vit dans de l'habitat informel. C'est quand même un chiffre assez incroyablement élevé. Et évidemment, être un urbain dans un bidonville, dans une favela, ce n'est pas être le même urbain que dans une gated community nord-américaine ou dans un HLM en France, dans les cités, dans les banlieues, par exemple. Donc évidemment, la question de l'urbain est une question extrêmement vaste, que ce soit au niveau culturel, au niveau politique, au niveau morphologique, au niveau de l'expérience, au niveau de la nature, etc. Et puis, bien sûr, quand l'urbain devient une catégorie générale et un peu ubiquitaire à l'ensemble des territoires, l'une des questions que l'on se pose, c'est mais comment est-ce que l'on rend compte de ce phénomène, comment est-ce qu'on le mesure et surtout comment est-ce qu'on le limite ou comment est-ce qu'on le délimite. D'où l'idée de partir d'une interrogation sur les marges en essayant de les trouver, et on reviendra sur cette notion de marge lors de nos deux présentations, et de la discussion qui s'en suivra. Et l'une des hypothèses que la Fabrique de la Cité formule avec vous aujourd'hui et avec nos deux intervenants que je vais tout de suite présenter, c'est que c'est à partir des marges, en tant qu'espace d'expérimentation des nouvelles formes urbaines, que l'on peut apprendre le mieux sur la fabrique des devenirs urbains. Avec les villes nouvelles, bien sûr, avec les expérimentations pilotes de la bien nommée Smart City, avec l'expérimentation des écoquartiers, avec l'aménagement des nouvelles centralités périphériques, que ce soit branché sur des hubs de transport, que ce soit branché sur des centres d'affaires, etc., etc. Et donc c'est à partir de ces périphéries, qui ne sont pas forcément toutes des marges, et on reviendra sur la différence, que l'on peut le mieux comprendre les trajectoires et les devenirs de la fabrique de la ville et de la fabrique de l'urbain. Et donc, pour discuter de cette hypothèse et pour discuter de cette thématique de la ville infiniment et l'illimitation urbaine, j'ai le très grand plaisir d'accueillir deux grands speakers. Tout d'abord, Marc Bourdier, qui est architecte, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de la Villette, grand spécialiste du Japon, mais pas que. Et comme on en discutait il n'y a pas longtemps, le Japon est plus un prétexte à la réflexion sur ce qu'est l'urbain qu'un objet et une finalité en soi. Et puis, j'ai également le très grand plaisir d'accueillir Jérôme Ansaldi, qui est directeur délégué de BATEG, donc de Vinci Construction France, qui est l'un des grands spécialistes et des grands aménageurs, en particulier de la ville verticale. Vous connaissez tous les projets de Tours à la Défense sur lesquels il reviendra, et qui est une nouvelle forme d'illimitation, cette fois-ci non pas prise dans deux dimensions, mais prise dans la 3 dimensions,
avec cette idée que dans l'urbain illimité, la hauteur serait également le nouveau front pionnier des marges urbaines et des dynamiques d'urbanisation. Donc pour vous rappeler le fonctionnement de cette table ronde, nous allons partir sur un premier format, une première séquence de keynote de 20 minutes pour chacun de nos deux intervenants. Ensuite, on passera sur un format table ronde avec une grosse demi-heure de questions et d'échanges. Et ensuite, nous ouvrirons la salle pour les questions qui, j'espère, seront nombreuses de votre part et les éléments à la fois formels, de connaissances et puis de discussion et de débat. Donc, sans plus attendre, Monsieur Bourdier, je vous donne la parole. La salle est à vous. Vous avez le micro juste ici. La zapette est là. Et vous avez 20 minutes. Bonjour. Vaste sujet. La ville infiniment aux confins de l'urbain. Vaste sujet, et en plus, je vais le mettre encore plus compliqué. Puisque pour le traiter, je vous emmène à l'autre bout du monde. Au Japon. Je vais essayer donc, comme l'a indiqué Raphaël à l'instant, d'être le plus discipliné possible et d'essayer de voir comment ces termes, un peu savants, dont la définition est peut-être un peu complexe d'ailleurs, résonnent dans cet archipel que je fréquente maintenant depuis 1981. Un petit rappel n'est pas inutile, non pas parce que j'ai des doutes sur vos compétences géographiques, eu égard au Japon, mais parce que la question qui nous préoccupe, elle s'inscrit d'abord et avant tout dans un territoire, forcément. Jusqu'à hier soir tard, j'ai cherché désespérément une carte utile du Japon pour permettre de vous dire ce que j'avais à vous dire. Et si vous avez un œil attentif, vous regardez le petit logo en haut et à gauche. Vous le voyez? C'est celui du guide de routard. Je dois vous avouer que j'ai été moi-même étonné de voir que la carte la plus pertinente pour dire ce que j'avais à dire aujourd'hui était celle du guide de routard. Quelques chiffres. L'archipel japonais, depuis Hokkaido en haut à droite jusqu'au l'archipel des Ryukyu en bas à gauche, c'est 378 000 km² pour une population de 126 millions d'habitants. Vous connaissez vos chiffres. L'Hexagone, c'est 550 000 km² pour une population de moitié. Pardon? 67 millions, oui. 126, 67. Qu'est-ce qui se passe? Et si on va plus loin dans les détails, on s'aperçoit que, techniquement, 28% seulement du territoire de l'archipel est considéré comme urbanisable. Comment donc les villes s'installent-elles? Comment l'urbain s'installe-t-il? Historiquement, il faut retenir, vous voyez au cœur de la carte la ville de Tokyo, et vous voyez à son sud-ouest la ville Osaka. Vous avez là un axe de 500 km qui est un axe structurant pour l'histoire du pays depuis des lustres et en tout cas depuis le début du XVIIe siècle. Retenez bien l'endroit où se situe Tokyo. Dans quelques instants, nous allons s'en approcher. Lorsque vous prenez le train rapide qui rejoint Tokyo à Osaka, vous n'avez pas une seule minute sans zone urbanisée. Il faut quitter Osaka pour aller vers Fukuoka, un peu plus loin vers le sud-ouest, pour enfin, de temps en temps, se retrouver dans une situation qui nous est absolument familière quand on quitte la gare de Lyon pour aller à Lyon. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on se sent quand même dans la nature. Une urbanisation linéaire ininterrompue de 500 km. Comment on peut appeler ça? Est-ce qu'on peut appeler ça ville?
est-ce qu'on peut appeler ça urbain? Il m'a été donné l'occasion, il y a de nombreuses années, de faire un article à ce sujet-là, et paraphrasant Roland Barthes, qui avait écrit un ouvrage extraordinaire sur le Japon, l'Empire des Signes, et dans lequel il disait que pour lui, Tokyo était une ville au centre vide, là où réside l'empereur. J'avais continué la phrase en disant « c'est le centre vide d'une non-ville ». Approchons-nous un peu plus de cette capitale japonaise pour essayer, je vois que le temps passe et que je suis bavard, de répondre aux questions qui nous sont posées. Cette espèce de forme bizarre, allongée, c'est d'abord 2160 km² pour 12 millions d'habitants. Les chiffres sont on ne peut plus confus quand on parle de Tokyo parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle. Je parle là du périmètre de ce qu'on appelle la métropole de Tokyo, c'est-à-dire celle qui est dirigée par un gouvernement métropolitain. Cette espèce de bande allongée, en forme, dit-on, de poisson, s'inscrit dans un territoire beaucoup plus vaste qui, lui, compte 35 millions d'habitants. 12 millions au sein de 35, et bien évidemment, quand je parle de 35 millions d'habitants, c'est là encore, à nouveau, de l'urbain ininterrompu. Continuons pour essayer de simplifier les choses et nous dire, mais Tokyo, c'est quoi? En fin de compte, c'est quelque chose de très disparate. Tokyo, c'est 3 choses. Ce que vous avez sur l'écran, c'est juste 2 qui sont présentés. À droite, la zone des 23 arrondissements, qui est peuplée de 8 millions d'habitants résidents, auxquels on rajoute 2,5 millions d'habitants supplémentaires chaque jour, des gens qui viennent y travailler. À gauche en vert, une zone, dite la zone de Tama, qui au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers l'ouest, est de moins en moins peuplée et de plus en plus naturelle. Inscrivons-nous maintenant dans la thématique qui est proposée. Le développement urbain, tel qu'il est considéré, fait référence à des choses qui nous sont familières, comme les villes nouvelles. Saviez-vous qu'à peu près à la même période, au milieu des années 60, le gouvernement japonais se lance dans une politique de villes nouvelles à travers le pays, celle que vous avez sous les yeux, entourée par son cercle rouge, est la ville nouvelle de Tama. On va y trouver des villes nouvelles de la même manière installées à Osaka, Senri, Nagoya, au nord-est de Tokyo, une ville nouvelle scientifique appelée Tsukuba. Premier processus donc en matière d'étalement. L'urbanisation sur du foncier existant, excentré, facile d'accès et facile à aménager. Deuxième situation, la baie de Tokyo. Si vous regardez attentivement cette photo aérienne, vous pouvez reconnaître comment la côte est singulièrement découpée. Il n'y a pas 1 mètre linéaire de côte qui ne soit artificiel dans la baie de Tokyo. Nous avons vu avec les villes nouvelles un étalement sur du foncier éloigné et pas cher. La conquête de terrain sur la mer, par complément, c'est fabriquer du foncier neuf à proximité du centre-ville pour y installer les équipements dont la ville a besoin de manière criante et, bien évidemment, fabriquer du foncier qu'on pourra vendre pour, en tant qu'autorité municipale, équilibrer les opérations. Cette conquête sur la baie, cette artificialisation des côtes a une longue histoire qui démarre au début du XVIIe siècle.
Elle est faite de nombreux rebondissements. Elle va accueillir l'industrie à un moment. Aujourd'hui, quand l'industrie la quitte, elle va accueillir d'autres activités. Elle est l'outil privilégié de la municipalité de Tokyo pour se fabriquer du foncier, comme je l'ai indiqué. Elle est l'objet de bras de fer non négligeables entre les grands propriétaires fonciers en centre-ville, qui aimeraient bien valoriser leur foncier en le verticalisant, au moment où la municipalité souhaite, elle, se fabriquer du foncier pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Le quartier de Marunouchi, dont la densité a doublé ces 20 dernières années, a fait l'objet d'une bataille en règle entre son propriétaire, la foncière Mitsubishi, et la métropole de Tokyo, qui cherchait, elle, à développer sur la baie une île artificielle de manière à pouvoir satisfaire les besoins que j'ai évoqués tout à l'heure. Qu'en est-il aujourd'hui de ce double processus, je suis bon élève, n'est-ce pas, Raphaël, d'étalement et d'artificialisation? Chaque fois qu'on me pose des questions sur le Japon, j'essaie toujours d'être simple quand j'y réponds. Et si on avait à résumer la situation actuelle du Japon aujourd'hui, je parle du Japon dans son ensemble, je dirais une économie en récession depuis plus de 25 ans, la troisième puissance économique mondiale, et troisièmement, c'est l'élément que vous avez sous les yeux, une des premières démocraties avancées dans le monde dont la population décroît. Et quand vous ajoutez à cela, vous le savez, une espérance de vie qui bat tous les records mondiaux, la conclusion que vous connaissez est une population qui décroît et qui vieillit. Comment ces deux processus que nous venons d'évoquer, s'étaler, une nouvelle, artificialiser, construire sur la baie, résonnent par rapport à ce phénomène. Dans la ville nouvelle de Tama, un processus de désertification est en place. Je cherchais une photo que j'avais vue il y a très très longtemps et que malheureusement je n'ai pas retrouvée pour aujourd'hui, d'un équipement scolaire abandonné, réenvahi par la nature dans la ville nouvelle de Tama. La ville nouvelle de Tama, créée imaginée dans les années 65, se dépeuple. Les bâtiments sont abandonnés, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs ou de maisons individuelles. Ce fameux processus d'étalement est donc remis en cause par des questions démographiques. Qu'en est-il de la ville conquise sur des sols artificiels? L'image que vous avez sous les yeux est sans aucun doute celle que vous faites de Tokyo, même pour ceux qui n'y sont pas allés, et même pour ceux qui y sont allés. Une espèce de zone aux immeubles de grande hauteur, dont d'ailleurs le plus grand est celui que vous voyez au fond, cette fameuse tour, objet technique s'il en est, 600 mètres de haut. Mais où se trouve cette tour? Elle se trouve là. C'est-à-dire dans une zone qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est peu verticalisée. Je ne veux pas utiliser le mot peu dense, mais je préfère utiliser celui de peu verticalisé. Et d'ailleurs, comme je souhaite à ceux qui ne sont jamais allés à Tokyo de le faire, si vous montez en haut de la tour, voilà le paysage que vous avez au pied. Cet urbain, en partie conquis sur la mer, historiquement, il est constitué aujourd'hui de toutes petites parcelles de terrain sur lesquelles vous avez un nombre
très très important d'immeubles qui se côtoient les uns les autres. Alors, le processus en marche sur ces zones gagnées sur la mer aujourd'hui, à Tokyo, dans le cadre de ce phénomène démographique particulier, est un processus de verticalisation croissant. Voici des immeubles qui viennent de sortir de terre sur les nouveaux terrains conquis sur la mer il y a moins de 10 ans. À terme, voilà peut-être ce que le paysage de Tokyo va devenir. Cette photo a été prise une dizaine d'années. Vous comprenez qu'un nouveau paysage de construction verticale, de grande hauteur, est en train de naître dans la baie de Tokyo. Résumons-nous. Double processus qui nous a intéressés, étalement, artificialisation, actualité de ce processus, étalement versus désertification, artificialisation versus verticalisation. Aujourd'hui, les personnes qui habitaient dans des espaces excentrés rejoignent le centre pour pouvoir y bénéficier des soins, des équipements, de tout ce dont ils ou elles ont besoin, ce qui entraîne, pour partie, le phénomène de verticalisation que je viens d'évoquer. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour introduire notre conversation d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Marc Bourdier, c'est absolument fascinant toujours de prendre comme cas d'étude Tokyo. Alors vous avez dit 35 millions d'habitants, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment toute l'Espagne, toute la population espagnole dans une agglomération, puisque l'Espagne fait environ 40 millions d'habitants. Donc en fait, quand vous êtes dans le Grand Tokyo, vous êtes comme si vous étiez dans le monde espagnol, dans un rayon d'environ une centaine de kilomètres. Donc c'est absolument vertigineux. Et c'est vrai que tout ce qui se passe au Japon, et en particulier à Tokyo, est absolument saisissant lorsque l'on veut interroger les limites de l'urbain et son caractère illimité. Alors néanmoins, on peut quand même effectivement faire émerger des points saillants. L'un des points que je retiens de votre présentation, c'est qu'on aurait un retournement de paradigme, un changement de l'illimité en transférant la population de la suburbe illimitée, donc de l'étalement sans limite, à la verticalisation sans limite, puisque l'on passe d'un étalement extrêmement lointain à une verticalisation extrême, le Tokyo Skytree. Alors bien sûr, il n'y a pas d'habitants, mais 634 mètres de structure dans un pays hautement sismique, qui a résisté d'ailleurs au séisme de 2011. C'est une prouesse technologique absolument incroyable, qui d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, mais je pense qu'on peut l'ajouter, s'inspire des systèmes antisismiques des pagodes traditionnelles à 5 étages, le Shimbashira Seishin, qui est une structure qui contrebalance les vibrations et qui permet comme ça à un bâtiment de plus de 600 mètres, la deuxième tour la plus haute du monde, de tenir et de pouvoir survivre à des séismes supérieurs à 6 de magnitude. En gros, au-delà de 4, vous ne tenez plus debout vous-même, pour vous dire la prouesse technique. Alors, on parle de verticalisation. Jérôme Ansaldi, je me tourne vers vous, directeur délégué de BATEG. BATEG, groupe très ancré dans les processus de verticalisation, avec une expertise absolument phénoménale, et vous allez nous présenter un certain nombre de cas que vous aménagez, en particulier à La Défense, où vous avez plus d'une quinzaine de tours de grande hauteur dans ce quartier. Alors bonjour à toutes et tous. Moi je suis très heureux d'être parmi vous parce que c'est un exercice qui est à la fois passionnant et très enrichissant de partager nos points de vue et nos expériences. Alors je vais prendre la zapette. Alors je reviens comme... alors, je vais revenir en arrière. Je reviens comme Marc l'a précisé, ce titre, La ville, infiniment, pour l'interrogation, aux confins de l'urbain. Et je vais retenir 3 mots, ville, infiniment
et urbain. Alors, je ne vais pas aller aussi loin que Marc. Je vais l'illustrer dans un quartier qui nous est cher pour nous, Batec, Vinci Construction France, dans lequel nous œuvrons depuis de nombreuses années, qui est le quartier de la Défense, qui pour moi illustre ces trois termes ou ces trois mots que sont ville, infiniment et urbain. Alors pourquoi? Parce que la Défense, c'est le prolongement de la ville. On parlait tout à l'heure de marge, et on verra si dans nos échanges, la Défense est une marge urbaine. En tout cas, de mon point de vue, la Défense est infinie, et je vais essayer d'illustrer dans mes propos, et résolument urbain, bien évidemment. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide pour ceux qui ne le connaissent pas. Vinci Construction France, c'est 361 implantations dans l'Hexagone. C'est le constructeur du groupe Vinci pour la partie française. Si on zoome un petit peu, aujourd'hui en Ile-de-France, nous sommes organisés, nous avons changé de stratégie. Il y a 3 ans, nous sommes organisés dans une stratégie produit et plus une stratégie de marque. Et ça, c'est très important de le souligner, pour plus de lisibilité, bien entendu, mais aussi plus d'expertise. On est vraiment aujourd'hui dans un monde d'experts, et vous allez le voir tout à l'heure. 3 pôles produits en Ile-de-France, un pôle logement, un pôle réhabilitation et un pôle d'ouvrage fonctionnel neuf que vous voyez à l'écran, avec 2 sociétés que sont Batec et CBC. Batec s'occupe des ouvrages fonctionnels neufs sur la partie marché privé et CBC sur la partie marché public. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Simplement pour vous dire, voilà, qui est Batec. Alors, Batec, ça fait maintenant depuis plus de 30 ans que Batec existe. Batec est spécialiste des grands projets et des projets tertiaires à fort enjeu, et donc de la ville verticale, ou en tout cas de ces objets verticaux qui font beaucoup parler d'eux, que ce soit dans les domaines des bureaux, domaine des commerces, des hôtels ou bien des centres commerciaux. Batec, depuis sa création, il y a plus de 30 ans, a réalisé plus de 700 projets en Ile-de-France. Notre territoire, c'est bien sûr et résolument l'Île-de-France. Et plus de 35 opérations, et c'est pour ça que c'est mon illustration, dans le seul quartier de la Défense, avec donc la construction d'une 15aine de tours. Voilà, c'est dire si l'expertise de Batec dans le domaine vertical est connue et reconnue. Et pour l'illustrer, rien de mieux qu'un plan de la Défense. Et bien sûr, vous le voyez en rouge, l'ensemble des projets réalisés par Vinci sur ce seul quartier de la Défense. Alors, je vais en illustrer quelques-uns, mais avant, je voudrais revenir sur ce quartier passionnant, qui est le premier quartier d'affaires européen, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est également un quartier résolument urbain, parce que même s'il regroupe majoritairement des bureaux, vous avez à la Défense plus de 3 millions de mètres carrés de bureaux, il rassemble et accueille également 600 000 mètres carrés de logements, bien sûr un grand centre commercial que sont les 4 temps, et qui en fait le pôle commercial majeur en Ile-de-France. Alors il faut savoir que on va dire 200 000 salariés fréquentent la Défense tous les jours, et vous avez plus de 20 000 habitants sur un peu plus de 70 tours, puisque je crois qu'il y a, alors en fonction du comptage, mais 71 tours qui constituent la Défense. Donc c'est dire si ce quartier, il est finalement, moi j'allais dire, multi-usage, multi-produit. Son développement également culturel est très fort en ce moment. Également un développement sur toute la partie environnementale. Il y a 3 enjeux qui sont majeurs aujourd'hui dans les projets à la Défense, mais en général, le digital. On a parlé de villes connectées ou de bâtiments connectés. Après, l'inclusif, ça c'est également très important. Et puis, bien sûr, d'être durable. Voilà les 3 enjeux, à mon avis, pour un bâtiment aujourd'hui, et en particulier à la Défense: digital, inclusif et durable. Et c'est tout l'enjeu de la Défense pour demain, puisque la Défense, son histoire, c'est 1960. C'est dire si ce projet est né il y a maintenant, on va dire, 50 ans. Plus de 50 ans, 60 ans bientôt, 60 ans l'année prochaine. Mais il est finalement résolument moderne
Et je reprendrai ce terme infiniment, puisque vous voyez la Défense, on n'arrête pas d'y construire. Et je reprendrai ce qu'a dit Marc tout à l'heure. Maintenant, on construit même des tours, et je vais l'illustrer avec quelques exemples, en créant de la charge foncière. Il y a une tour que nous construisons actuellement qui s'appelle la tour Trinity, qui est derrière le CNIT, et pour laquelle il n'y avait pas de charge foncière. Et avant de créer cette tour, en tout cas de construire cette tour, nous avons construit un pont pour y construire cette fameuse tour. Et il n'y a jamais eu, alors depuis de nombreuses années, moi je suis arrivé en 2001 à Paris, et depuis 2001, je n'ai jamais vu autant de projets en cours, donc très concrets, mais également à venir sur ce seul quartier de la Défense, qui, rappelons-le, est dans l'axe majeur parisien. Alors maintenant, je vais vous donner quelques illustrations. Voilà, vous avez ici la tour EDF, puisque ça c'est pour vous montrer qu'une tour peut être intemporelle. Cette tour d'EDF a été construite et démarrée en 98, donc c'est déjà il y a plus de 20 ans, mais quand vous la regardez, elle est résolument intemporelle de par son architecture. Je vais dans ces exemples pas aller dans le détail, après on pourra échanger, y compris de manière informelle si vous voulez plus de détails, mais ce que je voudrais illustrer, c'est l'évolution en fait de ces tours à travers le temps, dans les références de Vinci Construction France. Vous avez ici la tour Granit. La tour Granit, c'est 2011, donc il y a 10 ans. C'est la 3e tour de la Société Générale. Là, on est dans des tours qui sont 100% bureaux. On va également voir que la mixité des usages dans les tours est en train d'évoluer avec un frein majeur en France, qui est la réglementation. On voit dans beaucoup d'autres pays dans le monde, à travers le monde, que des tours sont plutôt multi-usages, multi-produits. Vous y trouvez à la fois du logement, du bureau, de l'hôtellerie. En France, nous sommes en train de travailler avec les différentes instances pour arriver à légiférer sur des réglementations qui sont résolument très différentes d'un produit à l'autre et qui, pour l'instant, nous freinent dans le développement multiproduit des immeubles de grande hauteur. Alors, vous voyez dans ces 2 premières tours une architecture, j'allais dire, assez raisonnable, assez sage. Et on va voir qu'à partir de 2010, et puis plus on avance, plus les tours prennent une architecture résolument contemporaine, ou en tout cas de plus en plus originale. Ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, l'image, la nouvelle image du quartier de la Défense, entre des tours qui étaient, j'allais dire, très cubiques, et aujourd'hui qui sont de plus en plus des objets architecturaux qui interpellent. Voilà, ici vous avez la tour D2 qui a été construite en 2010, très particulière, un exosquelette en métal. On voit que dans la technologie également, il y a des évolutions sur l'usage de la matière pour réaliser ces tours. Je vais maintenant partir à Marseille, puisqu'il n'y a pas que le seul quartier de la Défense. On a récemment livré, mais démarré en 2014, la tour La Marseillaise, donc à Marseille. On voit bien également que dans les grandes villes de France, dans les grandes métropoles de France, l'idée de l'IGH, même si on a plus de place dans ces métropoles, est une idée qui est développée, notamment à Lyon. Vous le voyez également. À Lyon, il y a 2 tours, puis une 3e qui est en projet et qui va devenir concrète. Donc on voit bien que ce vertical fait partie pleinement et résolument de l'urbain. Alors si je reviens à la Défense, je vous parlais de Trinity tout à l'heure. Vous en avez quelques images ici. Elle se trouve derrière le CNIT, sur la sortie de la 14 pour aller sur Courbevoie. Et là, vous avez vraiment les tours d'aujourd'hui, l'illustration des tours d'aujourd'hui. Je vous engage à regarder sur Internet cette tour parce qu'elle est très particulière. C'est celle qui est posée donc sur un pont. Donc on a créé pleinement de la charge foncière. C'est comme ça que la ville aussi se développe. Il y a des réflexions également, et on en discutait avec Paris La Défense, qui est l'aménageur aujourd'hui du devenir du boulevard circulaire. Vous savez que le boulevard circulaire va évoluer. Il y a une expérimentation qui va démarrer sur un dévoiement. Il y a la volonté que ce boulevard soit de plus en plus vert. Et on voit bien ici que les tours, c'est la même idée. C'est-à-dire que cette tour Trinity, d'abord posée sur une charge foncière complètement créée, voit maintenant
Vous allez y voir des jardins suspendus, vous allez y voir des balcons, vous allez y voir des salles de réunion dans des boîtes en verre, et puis également des ascenseurs panoramiques. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu à Paris des ascenseurs panoramiques. Si vous vous souvenez, les derniers, c'était Porte de Versailles, sur l'hôtel Pullman. Alors ils étaient souvent en bas, et là vous allez voir deux ascenseurs panoramiques, qui d'ailleurs sont aux couleurs de la tour Eiffel, puisqu'ils sont rouges et jaunes, dans cette tour qui est assez intéressante. Elle n'est pas très haute, puisque vous imaginez bien, on la pose sur un pont, donc il y a du poids, donc on ne pouvait pas aller très très haut, mais elle est ouverte complètement sur la ville de Courbevoie, et je pense sera très agréable à vivre. Si je poursuis, ici vous avez la tour Saint-Gobain. Donc la tour Saint-Gobain, elle porte bien son nom, c'est le nouveau siège du groupe Saint-Gobain qui est juste en face. On voit bien encore que l'architecture, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit bien évidemment, mais l'architecture est très travaillée. Donc ça, c'est également l'intégration dans l'urbain, hein. Comment on intègre ces objets qui sont sur lesquels on peut avoir, j'allais dire, plein d'avis. Hein. Est-ce qu'il faut-il construire? Alors je crois qu'il y avait une thématique très intéressante, malheureusement je n'ai pas pu y assister la semaine dernière, sur faut-il creuser ou faut-il s'élever? Bon, je pense que la réponse, ça dépend de l'usage, et puis c'est le bon mix. Mais ces tours, vous voyez bien également, si je voulais l'illustrer avec cette boîte en verre qui est en haut, elles ont besoin, ou on voit bien aujourd'hui qu'elles répondent à un enjeu de lumière, hein. On voit bien que la lumière dans ces objets-là est primordiale et plutôt bien traitée aujourd'hui par les architectes. Si je poursuis, je m'écarte un peu de la défense parce que je voulais parler de marge urbaine, et on voit bien qu'autour de Paris, dans ce qu'on appelle la première couronne, donc on va dire limite périphérique, eh bien on voit émerger quelques tours comme des signaux, c'est des signaux de l'urbain ou des signaux de l'entrée de la ville. Ici vous avez les tours du Haut. Les tours du Haut, c'est le futur siège de Natixis, qui se trouve à Porte de Bercy, donc pas très très loin d'ici. Vous allez commencer à les voir puisque nous sommes en train d'émerger de terre. Ces tours qui verront le jour vont vraiment marquer la porte de Bercy et la limite de la ville ou la marge urbaine. Vous aurez prochainement également la tour Triangle à la porte de Versailles. Vous avez dû voir dans la presse que ça y est, la tour Triangle a obtenu son lancement après beaucoup de controverses. Mais on voit bien que voilà, la ville est en train de s'entourer de différents objets qui marqueront cette marge urbaine. Si on va plus au nord, vous l'avez peut-être vu quand vous passez la tour Pleyel, cette fameuse tour Pleyel qui aujourd'hui est toute déshabillée. Alors je ne l'ai pas mise dans les slides, mais nous sommes en train de travailler avec le client pour la réhabiliter dans le cadre des Jeux Olympiques. Aucune décision n'a été prise pour la démolir. Donc on voit bien que voilà, cette marge urbaine est quand même marquée des immeubles de grande hauteur. Et celle-là, je peux vous dire que ces deux tours du haut marqueront particulièrement le paysage. Elles sont également intéressantes parce qu'on voit dans ce projet arriver la mixité. Hein, vous avez dans la plus petite des deux, au dernier niveau, enfin dans les derniers niveaux, un hôtel. Et donc ça y est, on voit bien que ce frein dont je parlais tout à l'heure, qui était d'amplifier cette mixité, parce que c'est ce qui nous manque en France finalement, hein, c'est la mixité dans les immeubles de grande hauteur. Ben, ça y est, il est en train de venir, et voici un premier exemple. Vous avez un hôtel dans les, je crois, 10 ou 15 derniers niveaux, avec un restaurant panoramique tout à fait exceptionnel en tête de tour. Et ça, c'est très concret, puisque nous sommes en train de le construire. Alors la dernière, que je trouve également très intéressante, on revient à la Défense, et là on part sur Puteaux. Si vous regardez une perspective de la Défense depuis l'axe majeur en tournant le dos à l'Arc de Triomphe, vous voyez qu'il y a un déséquilibre entre j'allais dire Courbevoie et puis Puteaux. Et bien ce déséquilibre, il va prendre fin, puisque cette tour éclat que nous sommes en train de réaliser, je voulais vous présenter que des projets concrets pour illustrer le propos de manière très concrète. Eh bien, sur le territoire de Puteaux, on est à la Rousse de Cherbourg, on est à la gauche de la Grande Arche, va venir complètement rééquilibrer le paysage de la Défense, avec un objet, vous le voyez encore, tout à fait intéressant au niveau architectural. C'est ce que je voulais illustrer, c'est-à-dire que si on veut développer la ville de manière infinie, il y a aussi le sujet de l'architecture et de ces objets. Et là, vous avez une belle illustration. C'est Jean Nouvel qui a dessiné cette tour.
Et Hekla, c'est un volcan en Islande. Et donc pour Jean Nouvel, cette tour, c'est un bijou, c'est comme un diamant, puisque vous voyez, elle a pas mal de facettes. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le design de cette tour, dans la conception de cette tour, beaucoup j'allais dire, de compétences assez différentes de celles qu'on peut trouver dans les conceptions usuelles de nos projets ont été intégrées, puisque vous avez des sportifs qui ont travaillé sur le design de cette tour, vous avez des chefs de cuisine qui ont travaillé sur le design de cette tour, vous avez des gens qui sont spécialisés dans le handicap également. Donc on voit bien que l'intégration de toutes les compétences est maintenant pleinement intégrée dans la conception des objets. Alors qu'est-ce que je vous ai mis après? Je ne voulais pas vous faire un cours magistral sur la technique, mais je voulais rappeler comme on parle de tours et d'immeubles de grande hauteur, je voulais vous rappeler quelques éléments techniques sur comment on construit une tour et vous dire qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de construire des tours. Il y en a plusieurs. En tout cas, chez Vinci Construction France, on a décidé de s'appuyer sur trois éléments très importants. Un process qui est le nôtre et qui s'appelle Orchestra, qui est une méthode. Ensuite, sur la créativité, c'est-à-dire toujours remettre en question les solutions et trouver des solutions sur mesure, avec deux objectifs, respecter un coût et un délai. Et puis l'expérience, sans arrêt. Je vous ai dit que Bateg avait plus de 15 tours construites dans son palmarès, on va appeler ça comme ça, et sans arrêt, j'allais dire, être sur le retour d'expérience pour ne pas réinventer l'eau tiède. Ça, c'est la culture du groupe Vinci. Bon, quelques éléments, parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ces images sur comment on construit une tour. Une tour, c'est comme un humain, c'est une colonne vertébrale dans laquelle qui rend la rigidité de l'objet, dans laquelle vous allez trouver des ascenseurs et des cages d'escalier, quelque chose de très rigide. Et puis autour, on va développer des plateaux de bureaux ou d'hôtels ou de logements, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ce qu'on appelle un coffrage grimpant. Alors, il est dit parfois auto-grimpant, ce qu'on appelle le coffrage ACS, Auto Climbing System. Mais vous avez le coffrage RCS également, je pourrais vous en parler en aparté, un Railing Climbing System. Mais il n'y a pas une seule manière. Ça, c'était la tour granite. Donc on est sur du coffrage bois. Ensuite, on est sur la tour ici D2 avec ce fameux exosquelette. On a mis en place un coffrage tout à fait particulier. Je vais passer vite. Ça, c'est la tour La Marseillaise. Voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment on construit une tour sur la tour Trinity. Donc cet outil autogrimpant, c'est un outil de coffrage, c'est un outil coffrant pour faire cette fameuse colonne vertébrale dans lequel on va retrouver tout un ensemble d'éléments de coffrage qui sont autonomes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas des grues. Puisque dans le délai de construction, ce qui est important et ce qui est le marqueur, enfin ce qui est l'élément primordial, c'est la saturation de la grue. C'est le nombre d'heures que la grue va travailler. Voilà, mais je passe rapidement parce que ce n'est pas la thématique, mais je voulais quand même illustrer un peu de technique puisque c'est mon métier. Et il en faut de la technique au service de la ville, au service du développement de la ville et au service, bien sûr, de l'urbain. La tour Saint-Gobain, pour vous dire qu'un outil autogrimpant n'est pas une fatalité puisqu'on ne l'a pas utilisé sur la tour Saint-Gobain. On a mis en place une autre technologie, notamment au niveau des planchers, avec des planchers post-contraints, avec notre filiale Fraissinet. Ça, c'est tout à fait résolument novateur en France et à la Défense. La post-contrainte est beaucoup utilisée pour faire des ponts dans les travaux publics et de manière générale à l'international, peu en France. Et donc ça, c'est une première qu'on est en train d'essayer d'amplifier. Là, vous allez retrouver les tours du haut. Pareil, on a fait le choix d'un choix différent sur les deux tours, un autogrimpant sur du haut 1 et pas d'autogrimpant sur du haut 2. Bon, voilà, j'avais illustré un petit peu ce qu'est un autogrimpant, mais ce n'est pas le propos ici, on pourra y revenir. Pourquoi on fait ce choix? Ça, c'est toujours assez intéressant. Là, vous allez trouver une différence, mais voilà, il n'y a pas de grand-chose à dire là-dessus. Quelques images encore pour illustrer la technique. Et puis, je voulais... cette slide-là, mais que je ne vois pas à l'écran, je vais la reprendre ici parce qu'elle est tout à fait intéressante dans l'évolution de la technique de construction des tours.
Voilà, simplement pour illustrer ce propos, sur l'évolution de nos outils et l'évolution des tours. Si on prend par exemple la tour Granit, on a vu tout à l'heure, qui est une des plus anciennes, je voulais illustrer par sa cubature de béton. Rien que dans le noyau, il y a 370 mètres cubes. Aujourd'hui, sur des objets comme Duo, on est à plus de 600 mètres cubes. Voilà, c'est dire si la taille également des objets a bien évolué en fonction des années. Et puis je reviens, pour terminer, parce que je pense qu'il est l'heure, sur le propos. Alors, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas en plein écran. Dois-je appuyer quelque part? Mais là, c'est en plein écran, oui. De tout à l'heure, vous voyez à gauche la tour éclat, et on voit cet équilibre qui revient donc côté Puteaux. Je n'y ai pas mis de manière volontaire un très grand projet qui est en cours d'étude chez Vinci Construction France, qui est les deux tours The Link développées par Groupama, qui viendra sur le côté gauche de la slide de l'image, et qui sera peut-être, je prends des précautions d'usage, le futur siège de Total, mais ça on le verra dans quelques mois. Et vous verrez que le paysage de la Défense, de manière infinie, pour reprendre ce terme, va encore évoluer. Donc c'est dire si finalement ce quartier, développé dans les années 60, n'a de cesse que de poursuivre son chemin en prenant en compte les différents enjeux de l'urbanisation d'aujourd'hui, que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le digital, l'inclusif, et puis les aspects environnementaux qui sont quand même des enjeux très très forts aujourd'hui sur la durabilité, le côté durable des objets, qui bien sûr, tous ces nouveaux objets sont certifiés avec toutes les certifications les plus à jour possibles, puisque il y a toujours un décalage entre la construction et l'usage de l'objet par les populations. Et puis pour finir, je vous ai mis, parce que j'y crois dur comme fer, la marque employeur de Vinci Construction France. Et c'est valable également dans le sujet d'aujourd'hui. Les vraies réussites sont celles que l'on partage. Et nous réussirons, en tout cas de manière infinie, la ville et l'urbain qu'ensemble, c'est-à-dire avec tous les acteurs qui sont impliqués, engagés dans ces enjeux tellement importants pour construire les villes de demain. Merci beaucoup. Merci Jérôme Ansaldi pour cette présentation à la fois technique et puis factuelle, et avec des éléments en même temps réflexifs sur l'aménagement de la ville verticale. Alors c'est vrai que on ne peut pas dissocier l'aménagement de la ville verticale de la technique, vous l'avez dit. On ne peut pas non plus la dissocier de la circulation, en particulier l'ascenseur. Alors la circulation des matériaux lors de la phase de construction, vous avez dit, avec la saturation des grues, la circulation également des personnes et des biens avec les ascenseurs. Et c'est vrai que les progrès, l'élévation des tours et du bâti est généralement associée aux progrès liés aux circulations verticales. Ce qu'il est intéressant de voir, et vous l'avez également mentionné, c'est qu'on a en Europe, en particulier, un retour des tours dans les espaces urbains depuis, on va dire, la fin des années 90, le début des années 2000. On avait déjà eu une première vague de verticalisation dans les années 60-70, en particulier, c'est intéressant de le souligner, dans les périphéries, dans les marges. À présent, et ensuite on avait eu une éclipse, une sorte de désamour des objets verticaux ou des immeubles de grande hauteur, qu'ils soient mixtes, qu'ils soient monofonctionnels, résidences, bureaux, peu importe, et une éclipse de 20 ans. Et puis depuis la fin des années 90, début des années 2000, on a un retour des tours en Europe avec un phénomène tout à fait intéressant. C'est une déverticalisation des marges et des périphéries, en particulier celles qui avaient été construites dans les années 60-70, et une reverticalisation des centres et de certaines marges qui sont devenues péricentrales, en particulier la Défense, effectivement, qui connaît ici un second souffle. Et dans ce jeu, en quelque sorte, de déverticalisation de certains espaces et de reverticalisation d'autres espaces, on a certainement des pistes de lecture sur l'aménagement des nouvelles formes urbaines et l'aménagement des nouveaux modèles urbains
des nouveaux modèles d'urbanisation. Et vous avez évoqué effectivement le cas de Lyon. Il est très intéressant de voir au niveau de la Part-Dieu l'évolution de ce quartier. Tout le monde connaît la Tour Crayon, cet objet extrêmement massif que beaucoup ont décrié et continuent à décrier, et qui pourtant a cette couleur ocre des toits traditionnels lyonnais, une référence, une citation architecturale paysagère au Lyon traditionnel. Et puis cette tour In City, qui a été inaugurée il y a quelques années, toute de verre et d'acier, qui se fond extrêmement bien dans le paysage, qui est beaucoup plus neutre, qui prend les teintes du ciel, mais qui ne reprend plus les citations architecturales lyonnaises, et qui pourtant paradoxalement passe mieux dans le paysage et dans le cœur alors pas forcément des vrais Lyonnais, mais on va dire des néo-lyonnais. Donc c'est vrai qu'il y a des réflexions à ce niveau-là. Alors je pense qu'il est temps de commencer un peu à discuter. Alors Marc Bourdier, je me tourne d'abord vers vous. On a quand même beaucoup parlé de ville, beaucoup parlé d'urbain au Japon, en France, en Europe. La question quand même à ce stade que j'aimerais vous poser, c'est mais qu'est-ce qu'une ville et qu'est-ce qui la différencie de l'urbain? Première question. Et j'en profite pour vous poser directement une deuxième question. Qu'est-ce qu'une marge et les marges sont-elles forcément périphériques? C'est vrai qu'il n'est pas inintéressant de commencer par définir les termes qu'on utilise pour échanger. Je ne prétendrai pas, moi, de vous imposer une définition. D'autres l'ont fait mieux que moi, avant moi. Mais j'ai l'impression que d'abord et avant tout, la ville, telle que je la pense, moi, c'est un lieu d'échange. Alors d'échange de choses qui ont relative avec le commerce, des choses qui ont lien avec les connaissances et des choses qui ont lien avec les sentiments, le plaisir. Première chose. La deuxième chose, pour qu'il y ait ville, à mes yeux, il faut qu'il y ait forte relation entre des formes et la communauté qui les utilise. Sans cette forte relation, cette complicité, il est difficile de parler de ville. Donc on peut déjà, dans un premier temps, distinguer ville et urbain. Et je vais le dire très simplement, je suis sûr que dans la journée, quand vous quittez votre domicile, et jusqu'au moment où vous le retrouvez le soir, vous aurez, par rapport à la ville, changé de statut. Vous aurez été un usager des transports en commun, vous aurez été un salarié dans votre entreprise, vous aurez été un consommateur d'une certaine manière, vous aurez fait... L'urbain, pour moi, c'est le lieu où ces choses-là sont éclatées. Où vous êtes citoyen à un endroit dans lequel vous n'êtes pas consommateur, dans lequel vous n'êtes pas usager, dans lequel vous n'êtes pas client. Alors, dans ce contexte-là de distinction entre l'urbain et la ville, qu'en est-il de la marge? Je pense qu'il faut alors là essayer d'imaginer les choses un peu différemment en pensant de quelle marge on parle. S'agit-il d'une marge spatiale ou s'agit-il d'une marge sociale? Quand vous imaginez marge spatiale, immédiatement, vous avez le réflexe de penser que les marges sont ce qui est au bord, ce qui est à la limite. Mais quand vous combinez cette réflexion sur l'espace à la question sociale, vous immédiatement comprenez que les marges sociales peuvent s'exprimer non pas dans les marges spatiales, mais à l'intérieur même de l'espace de l'urbain. Voilà les quelques réflexions que votre question provoque en moi. Alors c'est vrai que votre réponse me fait penser à l'ouvrage de Saskia Sassen, je pense que certains le connaissent, La ville globale, New York, Londres, Tokyo, où elle disait bien que d'une part les villes globales sont globales essentiellement grâce aux fonctions d'intermédiation qui permettent de connecter le local à l'international, et puis surtout parce qu'elles connectent, elles font dialoguer en leur centre
toutes les catégories sociales et que les catégories sociales de la ville globale, celles des fonctions d'intermédiation, en gros les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures, ont besoin des catégories sociales les plus, on va dire, basses, pour être un petit peu direct, pour fonctionner. Et que l'on ne peut pas penser l'urbain, qu'on ne peut pas penser la ville et la ville globale sans ce dialogue entre classes sociales, puisqu'elles occupent à peu près les mêmes espaces, au moins en une partie de la journée, dans les rapports professionnels. Vous pouvez penser par exemple aux grands hôtels internationaux qui ont besoin de main-d'œuvre pour fonctionner. La logistique, pareil. Donc toutes les villes globales fonctionnent avec l'ensemble du spectre des catégories sociales et les marges sociales interrogent évidemment les trajectoires urbaines. Alors, je reprends votre idée de la mixité des fonctions, des classes sociales, et que pour qu'il y ait ville, il faut qu'il y ait dialogue. Alors, je me tourne vers vous, du coup, Jérôme Ansaldi. Est-ce que, quand on aménage un bâti vertical, on obtient forcément une ville verticale? Alors, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Le bâti vertical, aujourd'hui, un de ses enjeux, c'est de le rendre mixte. Et on n'y est pas encore en France, pour des raisons de réglementation. Mais tout porte à croire que d'ici une dizaine d'années, nous y serons. Quelques projets sont sur la table à ce propos. Vous avez, je pense, largement entendu parler, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais des tours Hermitage, qui sont une belle illustration. Voilà. Maintenant, est-ce que ça en fera une vue verticale? J'en suis pas totalement convaincu, puisqu'il manquera des dimensions. On en a parlé tout à l'heure, dimensions culturelles très importantes, dimensions commerciales également. Mais on trouvera une certaine mixité des usages qui pourra nous indiquer qu'une partie finalement des enjeux de la ville peuvent être intégrés dans les objets verticaux. On n'a pas parlé de transport également. Ce sujet est tellement important aujourd'hui dans le cadre du Grand Paris. On le sent bien aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un véritable enjeu. Mais ces immeubles de grande hauteur, lorsqu'ils seront totalement mixtes, permettent aussi d'allier un élément qui est très important, la distance entre le domicile et le lieu de travail, qui est un enjeu si important aujourd'hui pour la qualité de vie. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie, de bien-être. Je pense que ça en fait partie, et une des réponses, peut-être ces bâtiments verticaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, Raphaël, il y a un enjeu qui est le transport vertical. Mais on peut aussi là imaginer que les progrès technologiques ou les exemples internationaux, quand on regarde, et Marc en parlait tout à l'heure, des immeubles de grande hauteur très importants au Moyen-Orient ou en Asie, on voit bien que cet enjeu de transport vertical, il a déjà été traité. À la Défense, des expériences se multiplient, puisqu'on n'est plus dans des ascenseurs simples à cabine unique. Dans les exemples que j'ai cités, vous avez soit ce qu'on appelle du double deck, c'est-à-dire deux cabines qui sont l'une sur l'autre dans une même gaine pour desservir deux niveaux à la fois, soit ce qu'on appelle des twins, c'est-à-dire deux cabines qui circulent dans une même gaine de manière indépendante, avec un enjeu technologique très fort. Mais on voit bien que ce sujet de transport vertical est pleinement pris en compte. Mais également le transport, piéton. On voit que dans la tour Saint-Gobain, entre sa conception et sa réalisation, c'est plusieurs années, donc on voit bien qu'il y a des évolutions. Et les cages d'escalier ont été traitées de manière beaucoup plus qualitative qu'il n'est d'usage, pour inciter les collaborateurs à l'emprunter d'un étage à l'autre, ou en tout cas, on va dire, d'un étage à 2 ou 3, 5 étages différents. Beaucoup de réflexions également sont dans les conceptions actuelles faites pour faire rentrer la lumière dans ces cages d'escalier, pour les rendre encore plus qualitatives et attractives. Voilà, en tout cas, je pense que ces immeubles ne répondent pas à tous les usages de la ville, mais à un certain nombre, et lorsqu'ils sont connectés, lorsque dans leur environnement proche, on trouve commerce, culture, lien social, je pense qu'on peut arriver à un ensemble harmonieux.
Alors, vous l'avez dit, effectivement, la différence entre un objet et une ville est quand même assez complexe et ce n'est pas uniquement une question d'échelle. Alors, évidemment, la question à présent, c'est en tant qu'architecte, Marc Bourdier, comment est-ce que vous articulez dans vos approches, vos analyses, également vos réalisations, le bâti, le quartier et puis les échelles à partir desquelles on peut véritablement parler de ville, voire d'urbain. Je reprendrai volontiers la réflexion qui est en cours là sur les immeubles de grande hauteur. Quand je pense ville, je pense à un certain nombre d'espaces qui lui sont spécifiques. Il y a des espaces privés, il y a des espaces publics, et il y a des espaces communs. Donc quand on réfléchit à la verticalisation de tout ça, je m'interroge. Est-ce que je retrouve ces espaces privés, ces espaces publics, ces espaces communs? Vous savez que ce qui fait ville, et nous le savons au quotidien, c'est par exemple la rue. Et quand je m'interroge sur la ville verticale, je m'interroge sur qu'est-ce qu'une rue verticale? Mon voisin vient d'évoquer des questions techniques majeures. Comment techniquement on peut se déplacer en hauteur? Alors, est-ce que ce sont des questions nouvelles? Je vais faire un peu d'histoire moderne de l'architecture. Mais je dis souvent à mes étudiants que quand il s'agit d'empiler les individus les uns sur les autres, pour leur permettre d'avoir une vie agréable, l'exemple de ce qu'on a appelé à un moment, peut-être le connaissez-vous, la maison du Fada, c'est-à-dire l'unité d'habitation de Le Corbusier, n'a pas été égalé depuis sa construction. Je précise, des habitations, un hôtel, des commerces, des espaces de sport, une école. Où est-ce qu'on a mieux tenté que là de verticaliser la vie? Les choses ne sont pas simples. Et je pense que mon voisin le sait mieux que moi, chaque tour est le brouillon de la suivante, est une expérience pour tester les choses. Au milieu des années 1980, je suis allé rencontrer les laboratoires de recherche de vos équivalents au Japon. Ça m'a pris un mois, je les ai tous rencontrés. Et je suis rentré un jour dans un bureau où je voyais quelqu'un en train de dessiner, on était au milieu des années 80, une tour de 1000 mètres de haut. Dans ma naïveté, je demandais, mais vous n'allez jamais la construire? Et il m'a été répondu, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire de construire un bâtiment de 1000 mètres de haut? Et là se posait bien évidemment, par exemple, la question des circulations verticales. À ce moment-là, on ne pouvait pas utiliser des technologies traditionnelles des ascenseurs, puisque le câble en lui-même, sur une tour de 1000 mètres de haut, le câble de l'ascenseur lui-même ne pouvait pas supporter son propre poids de câble. Il fallait donc inventer quelque chose. Et tant qu'à inventer quelque chose, on peut imaginer que, eh bien, parfois, quand on va verticalement, tout à coup, on peut aller en oblique, et puis à l'horizontale, et puis après repartir à la verticale. Toute une série de choses qui m'ont, à ce moment-là, absolument passionné. Est-ce qu'un bâti verticalisé fait une ville verticale? La réponse est non. Pas automatiquement. Il faut inverser le propos. Qu'est-ce que c'est qu'une ville verticale? Et après, on pourra réfléchir à ce bâti verticalisé. Alors, c'est vrai que la ville n'est pas la pure
la plus résultante de ces différents éléments. Il y a bien sûr plus que ça, hein, on le sait en économie, hein, le passage de la micro à la macroéconomie est très difficile à expliquer. En sociologie, pareil, les comportements individuels et les comportements collectifs sont quand même assez difficiles, hein. Les comportements collectifs ne sont pas la somme des purs comportements individuels. Et bien avec la ville, c'est pareil, une ville n'est pas la pure somme de ses composants, hein, c'est bien plus que cela. Et c'est d'abord, on ne l'a pas encore abordé, un construit politique, hein. La ville, contrairement à l'urbain, c'est d'abord l'espace du politique, c'est l'espace de la cité. Et vous parliez, Marc Bourdier, de l'espace public en tant qu'effectivement espace dans lequel s'exprime la cité. La question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est lorsque l'urbain ou lorsque la ville, on va dire la ville et ou l'urbain, devient ubiquitaire, devient illimité, comment est-ce qu'on arrive à la réguler? Comment est-ce qu'on arrive à la gouverner? Alors, je me tourne d'abord vers vous, Jérôme Ansaldi, en tant qu'opérationnel, le dialogue avec le politique, qui n'est pas particulièrement aisé parfois, avec le politique, et puis les régimes démocratiques. Le dialogue avec le politique, il est nécessaire, il est obligatoire. J'en parlerai dans le cadre de nos activités de construction, bien évidemment. Et avant d'essayer de tenter de répondre à la question de comment gouverner cette ville infinie, j'évoquerai d'abord un sujet, comment insérer la construction de tous ces objets dans la ville avec le politique. Et là, il y a un véritable enjeu de dialogue, il y a un véritable enjeu de pédagogie. Et on le voit de plus en plus, hein, comment intégrer un chantier dans la ville, même si ce chantier amènera à un objet futur, partie intégrante de la ville. Bon, et c'est tout l'enjeu pour nous, constructeurs, puisque dans les jours que nous vivons, l'intégration du chantier peut être mal vécue, peut être source de nuisances et même source de pollution. Et donc ce dialogue avec le politique, il est permanent et il est au cœur de nos activités. Donc je répondrai sur ce point-là en disant que c'est le premier enjeu du chantier ou c'est le premier enjeu de la construction ou de nos constructions. Comment on insère, comme dans un puzzle, le chantier temporairement dans la ville. Et ça, sans le politique, je crois qu'on ne sait pas y répondre. Je vous parlais d'un projet emblématique tout à l'heure et toujours à la Défense. Il y a le véritable sujet, c'est comment minimiser les impacts, comment minimiser les nuisances du chantier et comment rendre la période de construction la plus verte possible. Et donc de nombreuses réflexions sont en cours sur le sujet. Vous parlez tout à l'heure de flux d'approvisionnement, qui est un véritable enjeu pour nous. On parlait également d'empreinte. On peut également parler d'empreinte, hein. Le chantier a une empreinte carbone non négligeable, hein, ne serait-ce que par le transport. Et donc comment le limiter, hein, comment optimiser tous ces aspects-là pour arriver à quelque chose d'harmonieux. Je crois, et c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est l'enjeu premier, c'est le dialogue et la pédagogie. Hein. Faire comprendre, faire accepter, c'est la finalité, mais d'abord faire comprendre ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et ensuite on peut faire accepter le chantier dans le cadre de la ville. Voilà pour la partie, j'allais dire construction, mais je laisserai Marc répondre à la seconde partie de la question sur une fois les objets construits, comment peut-on gouverner la ville infinie? Donc, Marc Bourdier, quelques éléments de réponse avant de donner la parole à la salle. Alors, je pense que c'est une question fondamentale. Et en parlant avec Raphaël il y a quelques jours, il m'est venu une idée. Puisque l'hypothèse c'est que la ville est infinie, on parle d'une ville infinie dans un monde fini. Et ça, je n'invente rien.
on prétend penser à la ville infinie dans un monde que nous connaissons fini. La finitude du monde est quelque chose maintenant qui est totalement intégré pour des raisons qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, qu'on ne va pas développer, mais qui font l'actualité quotidienne en ce moment. Donc comment on s'organise dans ce contexte-là? Et la ville pose la question, bien évidemment, de la démocratie. Mais ce n'est pas simple. Une fois qu'on a dit ça, on a jeté quelques cailloux dans la mare, mais on n'avance pas beaucoup. Ce que la ville nous a appris, c'est qu'en fin de compte, elle est confrontée à deux démocraties. La démocratie représentative, les citoyens désignent quelqu'un pour les représenter, pour prendre des décisions. Ce quelqu'un les prend, bonnes ou mauvaises, approuvées ou non, il les prend. Et il y a une autre démocratie qui est aussi importante, c'est la démocratie participative, c'est-à-dire celle qui part de la base, je dirais, et qui a bien évidemment, quand on parle de ville, son mot à dire, qui est plus au courant de ce qui se passe que la personne qui localement vit les problèmes de la ville au quotidien. Comment articuler ces choses-là? Certains diraient il n'y a de solution que par la démocratie participative. Il y a un certain nombre de décisions quand même qu'on a rapidement évoquées tout à l'heure qui méritent de faire référence aussi à la démocratie représentative. Les décisions, par exemple, des infrastructures, les grandes décisions d'urbanisme. Ceci étant, la connexion entre les deux n'est pas interdite non plus. Je me rappellerai toujours des ingénieurs, c'était peut-être de Vinci d'ailleurs, qui, en Italie, avaient eu en charge la construction d'un train à grande vitesse et qui, au moment où il s'était agi d'instruire une infrastructure tout à fait particulière qui traversait un territoire, était allé rencontrer les paysans locaux pour apprendre des choses sur la nature des sols sur lesquels l'infrastructure allait s'installer. On voit bien que là, même quand il y a des grandes décisions à prendre, il y a des résonances locales. Donc comment inventer cette démocratie-là? Je pense que c'est un enjeu très très important. Et certainement, cette opposition explique l'une des crises que traversent les régimes démocratiques, hein, ce régime un peu à deux têtes, représentatif et participatif, qui explique pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des consensus et des actions, on va dire, continues dans l'aménagement des infrastructures critiques. Alors, je vous remercie pour ces éléments de discussion absolument passionnants, même si on n'a pas eu le temps d'évoquer tous les éléments que l'on aurait aimé aborder, mais je pense que le public cherchera à rebondir sur ce qui a été dit et puis certainement compléter. Alors, il est temps, je pense, pendant une petite vingtaine de minutes, de dialoguer avec vous et de vous laisser vous exprimer. On va prendre quelques questions hein, et puis de cela, de plusieurs questions. Oui, merci. Alors, tout ce débat très intéressant ouvre beaucoup de questions. Je commencerai par l'histoire de la démocratie. Bon, moi, je ne pense pas que la démocratie participative ait un réel impact en quoi que ce soit sur la réalité des choses. Elle est plutôt fictive. Par contre, il y a un mot dont on n'a pas parlé, qu'on pourrait peut-être considérer comme une autre démocratie, c'est la démocratie du marché. Parce qu'on n'a pas parlé du marché. C'est-à-dire que si on fait des tours, c'est que quelqu'un les achète. Et pourquoi? Bon, voilà. Et une autre chose qui n'a pas été évoquée, parce qu'on parle d'infinité, etc. On a parlé que de la dimension spatiale. On n'a pas parlé de la dimension temporelle. Bon, d'une part, la ville infinie, non, parce que l'humanité elle-même n'est pas infinie. Le monde est infini, l'humanité n'est pas infinie, donc la ville ne le sera pas. Elle ne l'est notamment pas dans le temps, parce qu'en plus on parle là de la métropole, mais on ne parle pas de la ville majoritaire, moins en France, mais même en Europe, c'est la ville moyenne. Et la ville moyenne, elle évolue comme l'exemple que vous avez montré à Tokyo. Voilà, dans le temps, tout ça est très, très mortel et même très éphémère. Et que deviendront dans 10-15 ans d'abord les tours, effectivement, ça a été dit. En banlieue, on a démoli les grands ensembles, on en construit maintenant.
Pourquoi faire? Pour quels clients? Pour quels usages? Dans 20 ans? On n'a pas parlé du réchauffement climatique et comment ces tours supporteront les chaleurs sans être trop énergivores en termes de climatisation. Voilà une série de questions. Mais j'insiste sur la notion du temps parce que là, je crois qu'on ne l'a pas évoqué du tout. Merci pour ces questions sur la relation entre ville infinie, croissance économique, marché, et qui interroge certainement la dimension fordiste de l'aménagement aussi peut-être. Je crois que cette réflexion est absolument fondamentale. Cette réflexion sur la temporalité. On a cru qu'on pouvait s'en passer. Un urbanisme qui est considéré maintenant comme obsolète avait prétendu à un moment qu'on pouvait inventer le temps. Aujourd'hui, y compris dans l'enseignement, quand on pense l'avenir des villes, on pense l'avenir des villes en termes de projet urbain. Et le projet urbain, il implique d'abord une chose fondamentale, c'est la modestie. On jette les bases de quelque chose qui va s'installer dans une durée longue. Celui qui a jeté les bases ne sera peut-être même plus là pour vérifier ou voir ce qui a été produit sur le temps long. Et comment organiser un relais pour que les choses puissent devenir pérennes. Cette temporalité-là, elle est absolument fondamentale aujourd'hui. Et Jérôme Ansaldi, on parle à présent également de cycle de vie dans l'approche bâtie, y compris des tours. Oui, il y a cet enjeu effectivement de cycle de vie. Il est, je pense aujourd'hui, pris en compte pleinement par les concepteurs. On parle de 30 ans, 50 ans. On voit bien ce qui se passe avec la tour Pleyel. La tour Pleyel, c'est assez intéressant comme reconversion, puisque la tour Pleyel, c'était du bureau, ça va devenir un hôtel. Je crois que l'enjeu également, c'est la réversibilité des bâtiments. Je crois que c'est ça véritablement l'enjeu de demain. Et on va vivre une expérience tous ensemble prochainement que sont les JO, puisque dans le cadre des JO, beaucoup de projets vont voir le jour, de manière assez rapide d'ailleurs, puisque l'échéance des JO, elle est datée, avec un enjeu fort, et nous avons beaucoup de discussions aujourd'hui avec les architectes, avec les concepteurs techniques, sur la réversibilité, puisque tous les bâtiments des JO seront réversibles. Il y a de grands projets pour accueillir tous les sportifs, les loger, et puis qu'allons-nous faire de ces bâtiments après les JO et comment allons-nous les transformer? On est en train d'y répondre de manière accélérée, mais je crois que ça nous fait du bien dans la réflexion. On pourrait d'ailleurs prolonger cette réflexion par rapport à la mixité dont j'ai parlé dans les usages et dans les objets, verticaux. Un autre enjeu, vous l'avez évoqué, c'est l'enjeu du changement climatique. On a vécu la semaine dernière des choses, je pense, assez étonnantes de ce point de vue. Comment y répondre? Je pense que Marc l'a dit, et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon propos, c'est-à-dire que le retour d'expérience, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, et c'est l'humilité dont parlait Marc, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que chaque tour nouvelle prend l'expérience des tours précédentes. Et bien évidemment, nous devrons et nous serons obligés d'intégrer les enjeux environnementaux et notamment le changement climatique avec tous ces aspects de consommation dont aujourd'hui nous faisons, j'allais dire pour l'instant, le curseur est mis à travers les labels en fait et la labellisation qui permet de quantifier la consommation de tous ces bâtiments. Voilà. Mais je crois beaucoup à l'humilité par rapport à l'enjeu urbain, par rapport à la ville de demain, par rapport à la société. Et donc je crois beaucoup à l'expérience et à la prise en compte de toutes les expériences pour arriver à, j'allais dire, à construire cet avenir. Il ne sera jamais optimum, puisque on apprend toujours. C'est apprenant, notre métier, il est apprenant. Je rappelle quelque chose qui me tient à cœur, c'est que nous faisons et nous construisons que des prototypes. C'est ce qui est très intéressant et passionnant dans ce métier de la construction. Il y a peu de récurrence. Par contre, il faut aller chercher tous les aspects individuels, les bonnes pratiques et les bonnes expériences pour les intégrer dans les objets du futur. Alors, on a répondu immédiatement parce qu'il y avait de nombreuses questions dans votre question, mais on va en prendre 2, 3.
Bonjour, Thierry Zech, Vinci Énergie. J'aurais deux questions à vous soumettre. La première concerne l'aspect verticalisation souterraine que vous avez très succinctement abordé tout à l'heure. Je sais, la conférence a eu lieu il y a quelque temps, mais je n'ai pas pu y assister. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette solution dans la verticalisation en général et comment Vinci se positionne par rapport à cette possibilité. Deuxième question, ce qui unit l'ensemble de ces constructions aujourd'hui, c'est le sol sur lequel elles sont construites. Vous avez évoqué des problèmes de transport vertical. Je voudrais savoir s'il est utopique de penser que demain, on pourra interconnecter ces édifices avec des niveaux N+, de façon éventuellement pouvoir recréer les espaces dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense notamment à ce qui est fait à Kuala Lumpur sur les tours Petronas. Merci. Une deuxième question. Oui, derrière toi, Paul. Non, la dame en rouge. Pardon. J'aimerais rapprocher une chose que vous avez dite et une chose que l'on entend beaucoup, à savoir que le rêve des citoyens, ce serait d'avoir une maison avec un jardin. Ça, c'est le premier item. Et le deuxième item, c'est que vous avez dit que ce que vous créez, c'est de la qualité de vie. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette qualité de vie que vous créez avec des tours, ce que ça produit comme qualité de vie, par rapport à ce que l'on dit être le rêve de la plupart des citoyens? Alors, sur la verticalité, Jérôme Ansaldi, et ensuite peut-être sur l'idéal du pavillon de banlieue et comment est-ce qu'il a changé peut-être possiblement dans la perception de la qualité de vie, Marc Gourdier. Oui, alors sur la première question et la verticalité et également le transport ou la verticalité dans le sol, il y a une réponse à l'époque, il y a 50 ans, qui a été très intéressante. C'est la réponse qu'a proposée GTM, les grands travaux de Marseille, dans le cadre du développement des parkings souterrains. Ça, c'était une vraie réponse à qu'est-ce qu'on fait du sol et à l'époque de l'avènement de la voiture. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais souvenez-vous, il s'agissait de dire comment on va stocker toutes ces voitures, puisqu'on en construisait de plus en plus. Et on a trouvé une solution en infrastructure. Et on a développé une technologie, et les précurseurs étaient Grands Travaux de Marseille. Ça a été largement déployé pour pouvoir se répondre à cette question. Toutes ces voitures, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les stocke? Eh bien, on s'est dit, on va le faire dans le sol. Et c'était une très bonne réponse, qui n'est sans doute plus d'actualité, mais qui, à l'époque, il y a 50 ans, répondait parfaitement à cette verticalité dans les sous-sols. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont très intéressantes dans le cadre de concours de réinventer Paris ou réinventer la métropole. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a beaucoup de tunnels, par exemple, qui ont été proposés à des concours, d'anciens tunnels ou de sujets souterrains que la ville a proposé à des concours. Après, ça, dans ma vision, c'est plutôt pour quel usage, ou pour quels usages. Qu'est-ce qu'on peut mettre en souterrain? Je pense qu'il y a eu des réponses qui ont été proposées la semaine dernière, jeudi dernier, à la conférence. Je n'ai pas pu y assister également, j'aurais beaucoup aimé. Mais je pense qu'il faut raisonner, je pense que l'enjeu, c'est quels usages dans les sous-sols. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Et le deuxième volet, c'était sur la qualité de vie. Je crois que les tours modernes offrent ou répondent, ou tentent de répondre, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est apprenant. Donc on n'aura jamais fini de répondre, mais tentent de répondre à cet enjeu de bien-être et de qualité de vie. Alors on l'appelle qualité de vie au travail, on l'appelle bien-être, il y a plusieurs thématiques. Vous prenez quelques exemples récents des tours, vous allez voir des tours de plus en plus ouvertes sur l'air extérieur avec des balcons, des loggias. Quand vous regardez la tour Saint-Gobain, vous avez beaucoup d'espace extérieur à tous les niveaux, avec de la végétation, avec des arbres à tous les étages. Donc les collaborateurs aujourd'hui pourront, ce qui n'était pas possible il y a encore 10-15 ans, pourront être à l'extérieur dans une tour. Il y a une belle expérience qui est en usage aujourd'hui, qui est la tour Majunga, dans laquelle vous avez notamment AXA, où vous avez beaucoup d'espaces extérieurs accessibles
aux collaborateurs. Je crois que ça, c'est un premier élément sur la qualité de vie. Après, il y a un vrai travail sur la lumière, qui n'était pas aussi pointu qu'il ne l'est aujourd'hui. On a parlé de l'accessibilité. On a parlé aussi dans la qualité de vie, il y a les espaces communs aujourd'hui. Vous trouvez beaucoup plus dans les étages intermédiaires, mais également dans les étages élevés, des espaces de rencontre, des espaces de coworking qui participent aussi à la qualité de vie. Alors, je ne sais pas pour le logement, mais je pense qu'il y a une démarche qui est équivalente. Il y a deux tours, je crois, de logements qui sont intéressantes au pont d'Issy, qui ont été réalisées et livrées il n'y a pas très longtemps par Cefrissime, à Issy-les-Moulineaux. Et vous voyez, pareil, vous parlez tout à l'heure du rêve de la maison avec le jardin. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, dans les tours, y compris de logements, de choses qui sont proposées avec des espaces extérieurs, avec de grandes terrasses qui permettent aussi de respirer, ce qui n'était pas le cas dans les IGH précédemment. On avait des choses qui étaient très fermées, très renfermées. Donc je crois qu'on peut aussi trouver maintenant dans ces objets-là et dans leur conception actuelle une qualité de vie. Marc Bourdier, sur la ville souterraine, ça fait quand même 30 ans que le Japon a expérimenté ces modèles d'urbanisme. Ville souterraine, urbanisme souterrain. Les premiers travaux d'urbanisme souterrain sont des travaux passionnants. Ils datent des années 20-30. Ils ont été théorisés, ils ont été publiés. Lorsque vous observez une ville comme Paris, mais il y a un urbanisme souterrain. Mais la question qui est posée, elle est plutôt verticalisation souterraine. Et je dois vous avouer que le premier projet lorsque j'ai vu le premier projet, un projet coréen, qui n'a pas été réalisé, mais présenté dans une revue, j'ai été un peu estomaqué. C'était pas le skyscraper, c'était le earth scraper. Et je me suis dit, voilà des pistes tout à fait intéressantes, parce que l'habitat troglodyte, on sait ce que c'est, l'urbanisme souterrain, on sait ce que c'est, la vie, effectivement, en ville, dans des espaces souterrains publics, on sait ce que c'est. Comment essayer d'aller plus loin? Et je trouve que, comme piste de réflexion, c'est quelque chose d'absolument passionnant, fertile aussi. La ville souterraine, la ville verticale, voilà des pistes, effectivement, de réflexion pour les architectes et les urbanistes. Le rêve des citoyens. C'est une question sans fin. Qu'est-ce que le rêve de ces citoyens-là, d'une maison au milieu d'un jardin, pose comme problème à la ville aujourd'hui? Par définition, il est ce qu'on appelle consommateur de territoire. Et j'ai toujours, quand on rentre dans ce débat-là, en mémoire, un entretien que j'ai eu avec un architecte italien, Giancarlo Di Carlo, qui un jour a été amené par une entreprise italienne à construire un bâtiment collectif pour les ouvriers de l'entreprise qui avaient jusqu'alors habité en habitat individuel. Giancarlo Di Carlo était un grand militant de la participation des habitants et a donc organisé de nombreuses réunions avec eux pour voir comment faire un projet qui leur plaise. Et Giancarlo Di Carlo a dit à un moment, mais vous voulez une maison avec un jardin? Je ne peux pas faire ça, puisqu'on va être dans un immeuble en hauteur. Et ce jour-là, les ouvriers soudeurs de matériaux de cuivre ont dit, écoutez, monsieur Giancarlo Di Carlo, si vous nous demandez comment faire pour souder du cuivre, on le fera. On vous demande comment faire une maison pour nous, à vous de le faire. Et Giancarlo Di Carlo a réussi effectivement à construire un bâtiment où chacun avait son jardin, même si c'était en étage. Je trouve que là, c'est une très très belle piste d'efforts soutenus permanents pour essayer d'aller dans une direction vers le rêve et dans une certaine forme de réalité. C'est étonnant d'ailleurs de voir comment vos deux questions se rejoignent. Hein. La question sur la verticalisation souterraine, la consommation de l'espace et celui du rêve des citoyens. On a même, je pense, un paradigme pour incarner ces deux éléments de réponse, c'est Singapour.
qui aménage autant la ville en souterrain qu'elle n'aménage ses jardins en hauteur avec la végétalisation de différents éléments, y compris la construction de parcs et d'espaces publics dans certaines de ces tours. Donc c'est quand même assez intéressant. Et la Fabrique de la Cité, dès la semaine prochaine, emmènera une délégation Vinci et des politiques visiter et rencontrer les architectes et les professionnels de Singapour pour réfléchir à ces questions. Alors, notre temps est écoulé. J'aimerais vous remercier, Marc Bourdier, Jérôme Ansaldi, pour vos deux présentations et ces échanges. J'aimerais vous remercier, vous, pour votre participation et les diverses questions qui ont été formulées, ainsi que votre intérêt. J'aimerais vous rappeler que Building Beyond continue. Nous vous accueillons aujourd'hui à partir de 16h pour l'ESS, source d'innovation dans les territoires. Une masterclass ce soir à 19h. Et concernant la Fabrique de la Cité, nous aurons 2 événements demain, 3 juillet. Un premier événement dès 8h30 sur l'avenir des autoroutes urbaines et un événement à 19h où Xavier Huillard interviendra aux côtés de 2 autres intervenants de très grande qualité sur le sujet démocratie et grands projets. Et j'espère que vous y viendrez nombreux. Et encore une fois, je vous remercie de votre participation.